Patrick. Comme On connaît votre attachement, intérêt pour Saint-Exupéry, pour Le Petit Prince. Je dis que pour nous, dans notre famille, c'est assez mythique, je vais dire. Voilà. Et je suis très ému. Et ça me fait très plaisir ce soir que vous soyez avec nous, que vous soyez parmi nous, pour partager ce moment. Et voilà, donc ça fait longtemps que je voulais vous demander voilà, pour cette proximité avec Saint-Exupéry, avec son œuvre, qui continue. Finalement, on a l'impression que ça vous a accompagné un peu toute votre vie. Oui, ça m'a accompagné vraiment longtemps, depuis l'enfance. D'abord, je suis très content d'être ici en famille, parce que je vois nous aussi, on est contents. Il y a des familles puissantes. Là, à chaque fois que je perds de vue un Daguet, il y en a un autre qui renaît. Puis il y a les Syntex. Un Ponce-Colombe, un Syntex, je croyais tous les connaître. Ah bah oui, je suis très impressionné par ça. Et alors après, quand je vois la chance qu'a Antoine, qui a déjà porté un très beau nom et qui porte un très beau prénom, je me dis qu'il a de la chance. Même chose pour Nathanaël, qui a quand même une super belle lignée. Sa mère, que je connais, que j'apprécie infiniment. Et si un jour, à MK2, ils ont envie de faire un film sur Syntex, je suis tout prêt à apporter mon concours. Bonne idée, ça. J'aimerais pouvoir... voilà, que ça devienne encore plus universel, ce message. Alors, pour parler de mon propre rapport, je vais d'abord vous dire la vérité. Ça a commencé par un gros mensonge que j'ai dû proférer quand j'avais 7-8 ans. Et j'avais sauté une classe et je me retrouvais avec des gens qui avaient 9-10 ans, mais c'est très important, 2 ans d'écart. Et pour me faire un peu respecter, un jour, dans ma cour d'école à Reims, j'ai dit que j'étais le filleul de Saint-Exupéry. Je vous rassure, je ne le suis pas. Il était mort depuis belle lurette quand je suis né, mais bon, ça m'a valu quand même une reconnaissance et un regard très différent. Mais ils m'ont pu embêter après. Donc ça a duré ce que ça a duré, mais enfin c'est un petit mensonge qui m'a rendu heureux. Au fond, j'aurais bien aimé être son filleul. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes un filleul spirituel. Voilà, de Saint-Exupéry, Patrick. Alors, il se trouve qu'en plus, il y avait un héritage familial assez étonnant, puisque mon grand-père, qui était plus âgé que lui, était aviateur aussi pendant la Première Guerre mondiale, et l'avait connu, et son épouse, Consuelo, est restée jusqu'au bout la meilleure amie de ma grand-mère. Donc j'ai connu Consuelo abondamment. Et elle m'a envoyé des petits mots, elle m'appelait mon petit prince. Alors évidemment, quel enfant, et surtout qu'elle signait avec des écharpes extraordinaires. Mon chéri, mon petit prince. Voilà, exactement. Donc j'ai eu cette chance qui m'a accompagné. Et évidemment, je pense que c'est le premier livre que non seulement j'ai lu, mais le premier livre que j'ai fait lire à tous mes enfants. Et à chaque fois, j'ai vu l'émerveillement et j'ai vu la modernité, puisqu'on évoquait la singularité du discours, l'universalité du discours. J'ai eu la chance d'animer pendant 10 ans une émission qui s'appelait Vol de nuit, qui était un petit peu comparable à l'Apitacle dont parlait Gérard Felzer tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un décor un peu bleu nuit. Et j'étais heureux de prendre cet envol à chaque fois avec des écrivains qui étaient quand même les vrais compagnons d'Antoine de Saint-Exupéry, et parfois avec des aviateurs qui venaient les rejoindre. Et j'ai été très fier de partager l'épopée de Solange Marchal et toute sa joyeuse équipe pour le prix Saint-Exupéry, justement pour les livres pour la jeunesse. Je crois qu'on a fait avec Claudie et bien d'autres des choix judicieux pour permettre aux jeunes de continuer à se passionner pour ce Saint-Exupéry dont ils entendaient parler un peu, notamment à travers Le Petit Prince. Et tout récemment encore, pour en terminer avec mes liens avec Saint-Exupéry, je me suis retrouvé donc le 17 juin lors de cette fameuse vente. J'ai évidemment pas pu me payer le manuscrit central de Terre des Hommes, mais je sais... Je vous ai aperçu dans le public, voilà. vous étiez en train de vous tenir la main. Mais je sais qu'il le possède et je sais qu'il sera très rapidement mis à la consultation de tous au musée des arts et manuscrits et qui se trouve, des lettres et manuscrits qui se trouvent rue de Nesle, pas très loin d'ici. Et ça me fait plaisir de savoir aussi, comme vous, qu'il est resté en France. Et j'ai quand même pu m'acheter des petits croquis de Saint-Exupéry au dos d'un menu à Montréal, dans un restaurant où il était un peu confiné, parce qu'il avait été coincé, c'était en 1942,
pour une histoire de visa. Finalement, il n'avait plus le droit de repartir et donc il en profitait pour mener la vie. Et donc derrière un menu d'un restaurant qui s'appelle le Flamingo, il avait écrit quelques dessins, quelques croquis, crayonnés quelques croquis. Et j'ai pu acheter également un Terre des Hommes avec un envoi spécial à Charles Maurras. Donc vous voyez, je suis très heureux de pouvoir être le dépositaire de ce Terre des Hommes, parce que plus que le manuscrit central, enfin le chapitre central de Terre des Hommes, moi, si j'avais eu les moyens, c'est vraiment la dernière page de Terre des Hommes que j'aurais acheté, parce que je me serais damné pour cette page qui dit tout sur Saint-Exupéry, qui dit tout sur aujourd'hui le fait que nous serions les citoyens du monde. Et il a une façon de parler à la fois de l'humanisme et de l'universalité exceptionnelle. Il est, comme Claudie, comme Gérard, il est en haut. Il est au-dessus des plaines argentines et il décrit ces milliers de petites lumières qu'il voit. Et il imagine que derrière, ou sous, ou à côté de ces lumières, il y a un couple, une famille, des gens qui s'aiment, qui se détestent, qui ont des envies, ont des rêves. Et la manière dont il parle des hommes vus d'en haut, c'est vraiment la terre des hommes. Et je pense que si cet homme se retrouve aujourd'hui traduit en près de 200 langues, c'est ça, en 200 langues ou dialectes, c'est vraiment parce que son message est universel, compréhensible par tous, accessible à tous dès l'enfance. Et plus on avance en âge. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir suivre l'intégralité, pour un livre qu'on a écrit avec mon frère qui s'appelait Courrier de nuit, l'intégralité de la ligne, donc lieu après lieu. Je me suis longuement recueilli à Cap-Juby, dans cet endroit où il a été chef de poste pendant 2 ans, où il a écrit son premier livre, Courrier Sud. Et vous aussi, cet endroit vous a marqué, Patrick Cap-Juby, parce qu'on en a beaucoup parlé là pendant ces jours avec nos amis du Maroc. Parce que c'est une sorte de casemate et en même temps d'ouverture vers le ciel, vers l'Occident, parce que ça arrivait un jour, on entendait vrombir un moteur, et puis Antoine de Saint-Exupéry était là pour accueillir ses camarades qui, eux, continuaient à faire la ligne. Et quand j'étais à Villa Cisneros ou quand j'étais à Mendoza, par exemple, j'ai eu la chance, par exemple, d'aller sur les traces de l'homme qui est toujours en vie et qui a le premier rencontré Guillaumet en 1930, lorsque, après sa 80e traversée des Andes, et il s'est retrouvé, vous le savez, pris dans une tempête de neige, obligé d'atterrir dans des conditions de fortune sur le Laguna Diamante. On était en plein hiver austral. Et vous le savez, pendant 6-7 jours, il a marché. Et il a fini par être repéré par un petit paysan de 9 ans, je crois à l'époque, c'était Juan Garcia, qui a aujourd'hui la Légion d'honneur. Et par sa maman. Et alors évidemment, quand ils ont vu arriver ce personnage, ils ont cru que c'était l'abominable homme des neiges, un yéti. C'était pas naturel qu'un homme ait pu traverser la montagne à cette saison. Et ils ont mis du temps avant d'aller à lui. Ils l'ont recueilli, réconforté, réchauffé, appelé des secours. Et assez vite, la nouvelle est arrivée dans le restaurant de Mendoza où Saint-Ex était en train de déjeuner. On a dit « Guillaumet est vivant ». Et Saint-Ex, vous le connaissez, il n'a pas pu s'empêcher. Il a pris son avion comme on prendrait aujourd'hui un scooter ou un vélo Solex. Et il s'est précipité, il est allé dans la direction qu'on lui donnait. Il a vu qu'il y avait un peu de monde sur la route, il n'y avait pas trop d'embouteillage à ce moment-là. Et il a atterri comme il savait atterrir, aussi de temps en temps, c'est-à-dire un peu sur 3 roues ou sur 2 roues. Enfin, il faisait ce qu'il pouvait, mais il a quand même atterri juste en face de son camarade et il l'a serré dans les bras. Et vous connaissez tous cette fameuse phrase que lui a dit Guillaumet, ce que j'ai fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait. Et quand j'étais là, à Mendoza, puis quand je suis allé avec Juan Garcia sur ce Laguna Diamante, qui est un très beau lac qui porte bien son nom, d'une couleur bleue, je me suis dit vraiment... Qui est très haut, en altitude. Très haut, oui, à près de 3000 mètres, juste à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Et j'ai vu passer des avions, et je me suis dit qu'un jour, Saint-Ex était passé là pour essayer de retrouver son camarade Guillaumet.
et qu'au fond, il y avait ce lien, cette espèce de lien qui finalement fait parler les hommes, qui a permis à des hommes d'écrire à d'autres hommes et à des hommes de transmettre leurs lettres, qui étaient parfois des lettres d'amour d'ailleurs, et ce n'est pas uniquement des lettres d'affaires, à d'autres hommes qui étaient en Afrique, parfois qui étaient en Amérique du Sud. Et ben, je me suis dit que voilà, j'étais vraiment très très heureux d'être là et donc de me retrouver 65 ans après sa mort, là avec une famille qui entretient avec fougue cette très belle flamme, et je crois que la réussite de votre colloque le prouve. Merci Patrick.